Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà, nous reprenons notre cours donc de la deuxième partie du cours qui est beaucoup plus pratique avec la description de la colonne du microscope. Alors, donc, ce que vous voyez sur cette figure, vous avez un schéma figuratif d'un microscope électronique à balayage. Vous voyez, donc dans ce schéma, vous avez le filament qui est là. C'est lui, à partir du filament que nous allons fabriquer, en quelque sorte, nous allons tirer les électrons. Vous avez le Venelt qui est là. Vous avez l'anode. Alors, le filament nous allons le voir tout à l'heure, donc on l'appelle toujours filament, mais en réalité, ça peut ne pas être un filament en quelque sorte, parce que le filament à l'époque, c'était un fil en tungstène, et maintenant les choses ont un peu changé. C'est beaucoup plus, on peut l'appeler source d'électrons, beaucoup plus source d'électrons que filament. Vous avez l'anode. L'anode ici, c'est juste une plaque en cuivre avec un trou au milieu. C'est une plaque en cuivre c'est cette plaque en cuivre qui est portée à un potentiel très élevé pour pouvoir accélérer les électrons. Les électrons vont être accélérés entre la plaque et le vénère en quelque sorte. Et les électrons vont passer à travers l'anode. Ils vont être traités dans des électros, plutôt dans des systèmes de focalisation qui ressemblent un peu au système de focalisation optique, mais ce sont des systèmes de focalisation basés sur champ magnétique. Hein. Ensuite, ce que vous voyez entre un bloc et un autre, là, vous avez des pentes, c'est des petites fenêtres, hein, avec un tout petit trou au milieu par où peut passer le faisceau incident. Là, vous avez un dispositif de balayage, donc c'est aussi un système électromagnétique qui permet donc de dévier, hein, dévier le signal, plutôt le faisceau d'électrons. Et l'électron, donc le faisceau d'électrons, donc arrive ici sur l'échantillon. Voilà, donc puis les électrons qui s'échappent de l'échantillon sont collectés par un détecteur. Alors, dans un microscope électronique, vous pouvez rencontrer au moins trois types de détecteurs. Hein, au moins trois types de détecteurs. Un détecteur pour les électrons secondaires, un détecteur pour les électrons rétrodiffusés et un détecteur pour les rayons X. Et puis maintenant, on peut mettre aussi un autre détecteur, une sorte de détecteur en fait, pour les électrons rétrodiffusés diffractés. Hein. On avait dit que parmi les électrons rétrodiffusés, nous avons ceux qui ont une énergie exactement la même que celle de l'énergie incidente, et donc ces électrons-là, ils peuvent se diffracter, ils peuvent donc interférer. On peut exploiter cette interférence pour faire des images de diffraction. Nous allons reprendre cet aspect-là plus tard. Donc pourquoi je vous disais tout à l'heure que la source d'électrons, le filament donc, a changé un peu. Voici le premier filament. Le premier filament dans les microscopes électroniques ressemble à ça. Donc c'est un petit fil en tungstène avec une pointe.
il est chauffé par l'effet Joule et puis il délivre des électrons. Ensuite, il y a eu une évolution. Donc, on a eu un monocristal à la B6. Et après, nous sommes arrivés à cette configuration, donc, qui est une sorte aussi de monocristal, qui utilise cette fois-ci la méthode ou une caractéristique physique qui s'appelle donc l'effet Schottky. Si vous voulez, dans ce tableau, on peut faire des comparaisons entre les trois types de sources d'électrons. Si je vais comparer, par exemple, entre le tungstène déjà et le FEG, ici, le FEG, vous pouvez voir que ici nous avons besoin d'un courant 1000 ampères, alors que là, nous avons besoin de 300. Donc, le travail fonctionne presque à froid. Par contre, la luminosité, elle est 2500 plus élevée. Hein, elle est 2500 plus élevée. Vous voyez, donc, alors l'énergie, dispersion d'énergie, elle est encore beaucoup meilleure. La taille du spot, elle est beaucoup plus fine. Vous voyez là, entre 30 et 100 micromètres, là nous sommes donc dans le nanomètre. Donc, plus la taille du spot est fine, et plus la résolution sera meilleure, et la qualité de l'image sera meilleure, sera plus précise. Par contre, là, le vide, il faut aller à 10 puissance moins 7, et parfois on peut aller jusqu'à 10 puissance moins 10 en fait. Le vide, donc, là, nécessite un vide assez poussé. Voilà, donc la température c'est 1800 K, alors que là c'est 2700. Mais bien sûr, ce sont des équipements qui coûtent plus cher, c'est 100 fois plus cher qu'un filament tungstène. La lentille magnétique, elle est constituée essentiellement d'un circuit magnétique. Le circuit magnétique, donc, il est là-dedans, voilà. Il est ici, donc c'est une bobine. Hein, c'est une bobine qui est vous avez ici les entrepaires, les pièces polaires, si vous voulez. Alors, la bobine, l'électroaimant, c'est une lentille magnétique aussi, on peut l'appeler comme ça. Donc, le faisceau d'électrons, il vient comme ça, donc il est là, voilà. Et la force électromagnétique, elle est toujours perpendiculaire au faisceau incident. Donc elle est perpendiculaire au faisceau, elle est comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette force? Elle peut dévier le faisceau, mais elle ne modifie pas sa vitesse. Hein. Elle peut dévier le faisceau d'un angle alpha, mais elle ne modifie pas sa vitesse. Son expression, donc l'angle alpha, donc l'angle de déviation alpha, il s'exprime comme ça. Voilà, alpha égale à E BL sur 1D. Les applications du microscope électronique à balayage. Alors nous avons plusieurs types d'applications. Nous avons donc les applications métallurgiques. Alors la première c'est la métallographie, hein, c'est classique, c'est l'observation des microstructures. Hein. On peut faire par exemple de la détection des faibles reliefs, la repération des grains de texture, l'opération des phases, l'identification des phases par analyse chimique. On peut faire aussi de l'identification des phases par diffraction. Donc en métallographie, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs possibilités d'exploitation du microscope électronique.
On arrive même à faire de l'identification des phases par diffraction grâce, grâce aux électrons rétrodiffusés diffractés. On peut aussi bien sûr faire de l'analyse chimique en exploitant les radiations X qui s'échappent de l'échantillon. On peut faire aussi le repérage des phases, par exemple s'il y a des ségrégations, des choses comme ça, en utilisant les électrons, les images en électrons rétrodiffusés. Voilà, donc on peut faire de la détection de faibles reliefs en utilisant les électrons secondaires. Donc les applications elles sont multiples et variées. En fractographie, ce sont les mécaniciens qui s'intéressent beaucoup à ça. Alors, ils peuvent voir le faciès de rupture. Le faciès de rupture, à cause de la profondeur de champ des électrons, parce qu'ils ont on peut avoir donc une image assez nette, mais avec une forte profondeur. Donc on peut voir donc, le faciès de rupture beaucoup mieux qu'avec un microscope ordinaire. Puis on peut aussi faire de repérage de phase, on peut faire de l'identification de phase, de la même façon euh, que, que pour la métallographie classique. Voici quelques images. Alors, donc, dans cette image, vous avez ici un joint de grain, qui est là. Vous avez un joint de grain, puis vous avez ici une phase qui a germé dans le joint, qui est en train d'envahir le grain, ce grain-là. Vous voyez, donc là, voilà comment elle est en train de croître. Et ça, c'est une image en électron rétrodiffusé. Vous lisez ici, vous pouvez lire ici, backscattered electron. Donc backscattered, c'est électron rétrodiffusé. On peut même voir ici sur le joint le début de formation du précipité au niveau du joint. On peut le voir ici. On peut faire une analyse chimique. On peut faire même une analyse chimique de ces précipités. On peut voir, par exemple, en utilisant toujours bien sûr les rayons X qui s'échappent. Là, on peut voir que nous avons un échantillon qui contient spécifiquement du cuivre, un peu d'aluminium et puis un peu de nickel. Voilà. Donc c'est un précipité, en fait, c'est un précipité de phase gamma 2 dans un alliage cuivre, aluminium, nickel, en mémoire de forme. Là, on peut voir aussi une image d'un autre type de matériau. Donc ça, c'est un alliage, c'est un acier, pardon, c'est un acier inoxydable, osténoferritique. Et là, on peut voir la formation de la phase sigma au sein dans les joints, des grains, donc voilà, qui croît. Et puis, on peut même voir aussi des précipités à l'intérieur du grain. On peut faire aussi des analyses chimiques, hein, ça, donc différents points, voilà, à différents points. Donc, ce sont des analyses chimiques ponctuelles. Hein, ce sont des analyses chimiques ponctuelles. Donc ça, c'est toujours l'application du microscope électronique à balayage. Alors ici, dans ces images, nous pouvons voir encore quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui, qui ne date pas de très très longtemps en fait. C'est la technique de l'EBSD. Hein. C'est la technique de l'EBSD. Et en fait, c'est ici que nous utilisons les électrons rétrodiffusés diffractés. Alors, vous voyez, donc ça, c'est une image classique, une image ordinaire. Et par contre, dans cette image-là, nous voyons une phase, mais bien sûr avec plusieurs couleurs. Alors, pourquoi il y a plusieurs couleurs? C'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs orientations.
Et cette technique donc, de l'EBSD qu'on peut réaliser dans un microscope électronique à balayage, son avantage, c'est qu'elle permet d'identifier plus simplement les phases par diffraction. Ça, vous voyez, là, voici notre image. On voit ici parce que c'est toujours le même acier duplex, on voit ici des lamelles qui sont constituées de phase alpha. Ce qui est noir, c'est la phase austenitique. Et sur l'image du bas, c'est l'inverse. Donc, ce qui est coloré, c'est l'austénite. Et ce qui n'est pas coloré, c'est la ferrite. Donc, on peut voir, vous voyez, donc on peut faire une analyse sur une phase spécifiquement. On peut chercher ses orientations. Ah, vous voyez, donc là, ce sont les projections stéréographiques, figures de pôle, qui permettent de mettre en évidence les orientations préférentielles. Voilà, donc là, ça c'est l'axe 1-1-1, ça c'est l'axe 3-1-1, ici. Et là, c'est dans la partie austénitique, là aussi, nous avons des textures qu'on peut visualiser ici. Donc c'est une technique assez puissante. Je n'ai pas montré ici des résultats, mais elle est capable, carrément, elle est capable parce qu'elle est gérée par un ordinateur qui fait des calculs assez rapides, il est capable de vous générer, par exemple, les, les joints de grains, pour générer les structures des joints de grains. Vous pouvez avoir donc une statistique sur les structures des joints de grains entre les phases, dans une même phase en fait, dans une même phase. Donc, le microscope électronique à balayage aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour la recherche, surtout lorsque les gens sachent convenablement l'utiliser. En fait, ce n'est pas facile de l'exploiter. Alors, le microscope électronique à transmission, vous voyez, il est pratiquement de la même façon qu'un microscope électronique à balayage. C'est toujours filament, bénèle, anode, lentilles électromagnétiques, etc. Sauf que voilà, nous avons ici donc la préparation, notre échantillon qui est une lame très fine, et le faisceau, donc il est transmis, donc il traverse la lame et il vient se dessiner ici sur un écran de télévision, par exemple, voilà, plus bas. Donc, alors le vide dans un microscope électronique en transmission, il est aussi assez poussé, donc il est de 10 puissance moins 7 jusqu'à 10 puissance moins 10 en fait. Ça dépend surtout du filament utilisé, de la source d'électrons utilisée, et parfois l'endroit où se trouve l'échantillon, il est carrément réfrigéré. Alors, je vous montre ici une image que vous pouvez trouver, enfin vous trouverez beaucoup d'images sur les Internet, donc je ne tarde pas beaucoup là-dessus. C'est juste pour vous donner une idée. Alors, la formation de l'image dans le microscope électronique à transmission. Alors voilà, donc dans cette figure, vous avez schématiquement ce qui se passe. Le suivant. Vous avez la préparation, donc l'échantillon, c'est celui-là, c'est une lame mince. Là, c'est une lentille objet, c'est une lentille objet, c'est une lentille électromagnétique que nous avons schématisée par une lentille optique, mais c'est une lentille électromagnétique. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le diaphragme de contraste. Là, alors le diaphragme de contraste, c'est une plaque avec un trou tout simplement, et l'écran de télévision qui est plus bas. L'écran de télévision qui est là. Voilà. Alors,
image qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'image en champ sombre. Alors, l'image en champ sombre. Pour illustrer cela, vous voyez ce que vous voyez ici en rouge, c'est le faisceau incident. Le faisceau incident, lorsqu'il traverse directement l'échantillon, voilà, donc il perd un peu de son intensité, plutôt de son énergie, hein, ou de son intensité et son énergie d'ailleurs. Donc il est là. Ça, c'est le faisceau qui est diffusé, qui a subi, qui a perdu un tout petit peu de son énergie cinétique, hein. Ensuite, ce que vous voyez en jaune, par contre, ce que vous voyez en jaune, c'est le faisceau diffracté. Donc c'est le faisceau qui est dévié, bien sûr. Donc comme il est diffracté, donc il a la même énergie que l'énergie incidente. C'est une diffusion cohérente. Et lorsqu'il arrive sur la lentille ici, objet, alors la lentille, elle va dévier sa trajectoire. Voilà, dévie la trajectoire, en fait, elle dévie la trajectoire de tous les rayonnements qui arrivent dessus. Et là, vous voyez ici, donc dans ce diaphragme de contraste, nous l'avons placé de sorte que nous récupérons cette tâche-là. Vous voyez, celle-là, uniquement celle-là. Donc le faisceau, l'image que nous allons obtenir, c'est une image qui serait formée par une seule tâche de diffraction. Donc là, on sélectionne parmi toutes les tâches de diffraction qu'on a, on sélectionne une et on va faire avec ça une image. Alors l'image, elle obtient, voilà, on obtient l'image comme ça. Donc, tous les faisceaux qui traversent, on va venir ici. Voilà. Ils sont là, 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 donc voilà, ils vous font une image. Ici, s'il n'y a pas de tâche de diffraction, ce que nous voyons ici, ce serait rien, donc quelque chose de sombre. L'image, donc, elle va se dessiner sur un champ sombre. C'est pour cette raison-là qu'on appelle image en champ sombre. Maintenant, l'intérêt de cette image, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que, étant donné que qu'elle vient d'une image de diffraction, l'image, la tâche de diffraction, ou l'image de diffraction, eh bien, elle est très sensible à la déviation, aux déviations, aux modifications, légères modifications du réseau. En quelque sorte, si vous avez par exemple une dislocation, eh bien la dislocation, à l'intérieur de la dislocation, vous avez une légère modification du réseau et donc elle sera visible, Donc c'est une image, ici, c'est une image qui est assez intéressante pour visualiser, par exemple, les défauts dans un échantillon, hein, tels que les dislocations, etc. Ensuite, vous avez l'image dite en champ clair. Alors, l'image en champ clair, comme vous pouvez le constater, le diagramme de diaphragme de contraste, il récupère uniquement, donc vous voyez là, il ne prend pas les raies diffractées, il ne prend pas les tâches de diffraction, il prend uniquement le faisceau transmis, hein, transmis directement, donc ce qui est rouge. Et là vous voyez donc l'écran, normalement, donc il est éclairé. Hein, s'il est éclairé, donc il est blanc. Hein, et l'image va se dessiner sur cet écran-là. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle image en champ clair. Alors maintenant, comme vous pouvez raisonner facilement, étant donné que nous collectons uniquement les raies qui ont subi une petite diffusion, donc qui ont subi quelques petites absorptions dans l'échantillon, hein, et bien l'image qu'on va obtenir, elle sera donc un contraste dû tout simplement à l'absorption de ces rayonnements par ce qu'il y a dans l'échantillon. Si vous avez des précipités, si vous avez des phases qui auraient une plus forte densité, qui auraient
différence de Z, etc., eh bien, ça va se répercuter sur l'absorption du rayonnement incident. Et ce que vous obtenez ici, donc, ce sera un contraste de phase. Voilà. Donc, c'est une sorte d'image classique. C'est l'image qui est utilisée euh, par aussi bien les métallurgistes que les chimistes, que les biologistes surtout. Les biologistes, eux, ils n'ont pas de diffraction, donc ils n'utilisent que cette image-là. Et enfin, vous avez maintenant une image dite de diffraction. Alors, si vous éliminez complètement le diaphragme de contraste, là, vous allez garder toutes les tâches de diffraction que vous voyez ici. Voilà, vous avez l'origine, 0, 0, 0. Puis vous avez une tâche à droite, une tâche à gauche. Bien sûr, vous avez plusieurs tâches. Donc là, c'est un schéma à une dimension, en quelque sorte, même pas à deux dimensions. Et là, donc, ce sont des tâches que vous collecterez ici sur l'écran, plus bas, beaucoup plus bas, ici. Donc là, par exemple, si vous avez ici la tâche 0,0, hein, de diffraction 0,0, puis là, vous allez avoir, par exemple, la tâche plus HKL, et bien ce sera ici moins HKL, hein, tout simplement. Alors nous allons voir, donc cet aspect-là mérite un peu plus d'approfondissement. Nous allons voir comment réellement se forment des tâches de diffraction. Voilà comment ça se passe. Ici nous avons schématisé deux plans, HKL, H1K1, L1, H2K2, L2. Voici le faisceau incident en rouge. Il va être diffracté sur le plan bleu et sur le plan rouge. Alors le plan bleu va donner ces deux tâches-là symétriques, hein, et le plan rouge va donner ces deux tâches-là aussi symétriques. Donc en fait, pourquoi on a deux tâches? Tout simplement parce que le faisceau incident, il a une ouverture angulaire, c'est normal, et donc lorsqu'il arrive, il arrive avec une ouverture angulaire, donc il va toucher le plan des deux côtés, par là et par là, donc automatiquement, nous allons avoir deux directions symétriques de diffusion. Donc, alors, étant donné que ces tâches-là sont le produit de la direction de diffusion, de diffraction, eh bien, ces tâches-là vont correspondre, vont représenter tout simplement notre réseau réciproque. Notre réseau réciproque. Voilà. Donc, la distance entre l'origine ici, et une tâche, que ce soit celle-là ou celle-là ou celle-là, eh bien, elle représente dans l'espace réciproque une, une distance, une rangée en quelque sorte réciproque. Donc, cette distance, elle est l'inverse d'une distance. Mais dans l'espace objet, elle représente une distance réticulaire. Une distance réticulaire. Voilà. Alors, on peut vérifier que sur le diagramme de diffraction, tous les nœuds HKL étoile sont les indices des plans réticulaires en zone avec l'axe du faisceau incident. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, regardez, si vous avez plusieurs plans qui ont tous une même rangée, si cette rangée-là correspond au faisceau incident, eh bien, automatiquement, tous ces plans-là, ces trois plans, en fait, ici, comme nous venons de dessiner, seraient donc en zone avec cet axe. Seraient en zone avec cet axe. Cet axe-là, c'est l'axe de zone, et c'est aussi l'axe du faisceau d'électrons incidents. C'est aussi l'axe du faisceau d'électrons incidents. Pour vérifier la zonalité, on applique tout simplement cette relation R étoile HKN, scalaire R étoile H', vectoriel R étoile H second, K second, R0, on doit trouver 0. En fait, ça c'est en quelque sorte le volume
formés par ces trois vecteurs réciproques de ces trois plans-là. Les trois vecteurs réciproques de ces trois plans, qui peut s'écrire aussi sous cette forme-là. Voilà. Donc cette forme-là, nous, on va l'utiliser lorsque nous devons indexer les tâches de diffraction d'un film, d'un cliché de diffraction des électrons. Alors, ce qu'il y a ici lieu de remarquer, c'est que, contrairement au rayonnement X, la longueur d'onde des électrons, elle est beaucoup, beaucoup plus courte. Si la longueur d'onde est beaucoup plus courte, le K0 serait volumineux, serait très, très grand. Vous voyez, donc ici, nous avons schématisé un peu le 1 sur lambda, échantillon. Donc, le réseau réciproque, ici, sera le réseau réciproque qui va se dessiner à l'intérieur de la sphère Ewald. Et alors, si nous regardons la sphère de résolution, n'en parlons pas, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds, donc ça fait un volume très, très important. Donc, bien que la sphère Ewald de rayon 1 sur lambda soit énorme, en réalité, la limitation instrumentale ne permet d'enregistrer qu'une petite fraction du réseau réciproque. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous, lorsqu'on ne fait pas, l'expérience de diffraction n'est pas la même que l'expérience pour les rayons X. Pour les rayons X, on modifie l'angle, on fait tourner le cristal, on fait. Ici, on positionne tout simplement le cristal, l'échantillon, le cristal dans une direction donnée. On essaie de retrouver un axe qui soit convenable pour avoir un film convenable aussi. Et c'est tout, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Pourquoi? Parce que, en fait, l'image que nous allons obtenir, elle est déjà largement suffisante, en fait. Vous voyez ici, j'ai pris sur la sphère Ewald, sur cette sphère, vous voyez ici tous ces points-là, ces tangents-là, ils sont pratiquement sur la sphère, donc ils sont en position de diffraction sur la sphère Ewald. Donc lorsque je m'éloigne plus loin, ici, ok, pas de problème, donc ils ne paraissent pas. Mais ces quatre points-là, 2 plus 2 plus l'origine, ils diffractent. Et donc, à deux dimensions, parce que nous sommes dans une sphère, on peut dire que tous ces nœuds-là que vous voyez ici, ils sont en position de diffraction. Même si réellement, ils ne le sont pas très, très, très précisément, mais pratiquement ils le sont parce que, comme nous l'avons vu, nous ne sommes plus dans le cadre d'un réseau à points, un réseau réciproque à points, nous sommes dans un réseau réciproque à volume, à domaine. Domaine, c'est un petit volume, donc c'est des petits volumes. Donc, tous ces petits volumes-là, comme ils touchent la sphère Ewald, donc ils sont en position de diffraction. Donc, l'image que nous obtenons va correspondre à cette partie-là uniquement. Voilà. Alors, donc là, nous sommes ici, on a au niveau du diaphragme de contraste. Alors, pour agrandir un peu l'image, donc le film ou bien l'écran, il est placé beaucoup plus bas. L'écran, il est beaucoup plus bas pour pouvoir avoir une image un peu agrandie. Donc, voilà. Donc, la distance entre la préparation qui est là et le film, c'est une distance grand L. Donc la caméra se trouve à une distance grand L de l'échantillon. De même, la distance entre l'origine et une tâche de diffraction est grand D. Donc cette distance-là, par exemple, si vous avez l'origine ici, et la première tâche elle est là. Donc sur le film, l'origine elle est là,
et la tâche, elle est là. Donc, cette distance-là, c'est grand D. L et grand D sont mesurés en millimètres. Alors, vous voyez donc on peut écrire que ce vecteur, ou bien la longueur de ce vecteur, en fait la norme de ce vecteur sur K0 serait la même chose que grand D sur L. Hein? R étoile HKL sur K0 égale à grand D sur L, d'où je peux déduire que R étoile HKL égale à grand D sur L fois K0. Vous voyez, sachant que K0 égale à 1 sur lambda et DHKL égale à 1 sur R étoile HKL, donc on déduit une relation qui donne l'interdistance DHKL. DHKL égale à L fois lambda divisé par grand D. Alors, il faut que je donne encore quelques explications ici. Le D, généralement, il est mesuré en angstrom. Lambda, elle est mesurée en angstrom. Grand L en millimètres, grand D en millimètres. Vous voyez, donc millimètre sur millimètre, ça se simplifie. Il ne reste que l'angstrom. C'est correct. C'est correct. Voilà donc la géométrie de la formation d'une tâche de diffraction. Ce sont des relations très très simples qu'on peut utiliser pour identifier par la suite les tâches de diffraction comme nous allons le voir tout à l'heure. Voilà comment on fait. Donc là, ici sur ce schéma-là, vous voyez vous avez un diagramme de diffraction. Pour indexer ces tâches de diffraction, qui sont donc les tâches, chaque tâche donc, correspond à une série d'indices HKL. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un parallélogramme. Ici, par exemple, nous avons choisi ce parallélogramme-là, de telle sorte que ce vecteur, D1, si vous voulez, plus ce vecteur, doit donner le troisième vecteur. C'est correct, parce que ce vecteur-là et ce vecteur-là sont les mêmes. Donc, ça, ce D1 plus D2 égale à D3, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va mesurer la longueur de D1, on va mesurer la longueur de D2 et la longueur de D3. Voilà, première phrase. Puis, on peut mesurer aussi les angles φ1 et φ2. À partir de la relation de tout à l'heure, donc petit d égale à L lambda divisé par grand D, on déduit les indices, on déduit les interdistances D1, petit D1, petit D2, petit D3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de corréler ces D mesurés avec des D HKL prises de la liste des distances interréticulaires pour la structure donnée. Par exemple, voilà, si je suppose que j'ai maintenant un matériau, je ne sais pas lequel, un matériau, je donne un exemple, si j'ai, je ne sais pas quoi, de la cémentite, eh ben, bon, la cémentite, elle est connue, son réseau cristallin est connu, je regarde, je peux recalculer, comme je peux juste comparer avec les valeurs qui sont données dans les fiches, et je vais identifier en quelque sorte les dés, ici que j'ai mesurés, je vais leur attribuer les indices HKL correspondants. Mais là, attention, il faut que grand D1 en vecteur plus grand D2 en vecteur égale à grand D3 en vecteur. Et ça veut dire que H3 égale à H1 plus H2, K3 égale à K1 plus K2, L3 égale à L1 plus L2. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Donc, une fois que j'ai réglé ce problème, j'ai trouvé les indices qui conviennent, je peux aussi comparer les angles. Maintenant, je vais faire des calculs, calcul manuel, de l'angle et je le compare avec l'angle mesuré. Comme ça, je peux être plus sûr. Ensuite, il y a un troisième volet. Je dois vérifier bien que ces trois plans, les indices de ces trois plans, sont en zone. Donc déjà, s'ils sont bien en zone, c'est déjà une bonne chose. Maintenant qu'ils sont en zone, je peux maintenant trouver les indices de l'axe de zone. Voilà. Je trouve l'axe de zone. Si je trouve l'axe de zone, ça y est, j'ai terminé l'indexation
des tâches de diffraction. Voici quelques applications du net. Alors là, je vous montre ici des images en champ sombre. Plutôt là, c'est une image en, voilà, c'est une image en champ sombre. Vous voyez ici déjà donc en même temps qu'on voit les phases, parce que rappelez-vous, hein, on va voir sur l'image en champ sombre, nous avons la superposition des deux radiations, donc les radiations qui ont subi une petite absorption, hein, et bien sûr, et les radiations qui sont dues à la diffraction. Donc, on voit des précipités hein, qui se sont formés, et puis on voit même des lignes ici que vous voyez là, ce sont les dislocations. Donc déjà, avec ça, on peut faire aussi, par exemple, des calculs pour déterminer la densité des dislocations. Sur l'image du bas, donc c'est aussi la thèse de Bagnan. Vous voyez, vous avez ici une structure martensitique, vous avez donc des plans, des aiguilles. Dans les aiguilles, vous avez des plans martensites. Et là, vous avez un précipité qui est piégé entre la martensite, il est là. Alors, ce petit précipité, on peut déterminer, on peut l'analyser par diffraction. Voici son image de diffraction. Hein, voilà. Hein, donc l'image ici, elle est indexée. On peut voir ici qu'il s'agit de l'axe de zone 1-1-1. Et puis là, vous avez l'indexation des trois tâches principales. En fait, si vous avez l'indexation de ces trois tâches, vous pouvez indexer après toutes les autres tâches. Hein. C'est classique parce que chaque tâche ici, chaque lettre représente en fait une rangée. Donc, si vous prenez cette rangée-là, hein, cette première tâche, c'est 0, moins 1, 0. Celle-là, elle serait tout simplement 0, moins 2, 0, 0, moins 3, 0, et ainsi de suite. De l'autre côté, ce sera 0 plus 1, 0, et ainsi de suite. Donc, si vous avez indexé les trois rangées, vous avez tout le reste. Encore une application du net, là c'est une image en haute résolution, donc là ce que vous voyez ici c'est pratiquement des atomes. Ce que vous voyez ici c'est pratiquement des atomes, et puis là vous voyez donc vous avez un plan d'atomes, vous pouvez faire des mesures hein, entre les connaissant donc de l'échelle, hein, vous pouvez déduire la distance entre deux plans d'atomes. Et puis, vous pouvez ici voir qu'il s'agit d'un joint de grains. Alors, ce joint de grains, nous l'avons schématisé ici. Hein. Vous pouvez voir, ce n'est pas évident, mais là, on peut le voir. Donc, il est là aussi. Donc, le résumé là. On peut voir que là, vous voyez, là, il y a une distinction entre cette zone et cette zone. Donc, ce n'est pas le même arrangement, ce n'est pas le même arrangement atomique par là et par là. Hein. Donc ça, c'est des images haute résolution dans lesquelles on peut voir l'orientation. Donc ça, c'est vous avez la direction 0, 1, 0, 0. Hein. Donc là, si la direction 1, 0, 0 elle est par là, ça c'est la direction 0, 1, 0, et ainsi de suite. Encore une application du MET, ça c'est la thèse de Shiniti. Alors ici, dans son échantillon, lui, il a des précipités très 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 fins, donc très petits, comme vous voyez ici. Eh bien, ces précipités, comme il y en a beaucoup et qui sont orientés dans toutes les directions, on peut faire une image de diffraction comme ça. Et cette image-là, comme vous voyez, c'est une image qui est sous forme d'anneaux. Eh bien, c'est tout simplement, ce sont des anneaux de Baïchara. Hein, donc, ce sont des anneaux de Baïchara, tout simplement. On peut aussi faire des mesures, hein, et identifier, le matériau comme ça à travers ces anneaux.
Encore une application du microscope électronique en transmission. Et là, nous avons aussi des précipités. Donc voilà, ils sont là. Donc, on peut faire une analyse chimique à travers, en exploitant des rayonnements X qui s'échappent de notre échantillon. Là, en prenant par exemple euh, euh, alors l'aluminium, en regardant le spectre de l'aluminium, on voit par exemple que nous avons ici un maximum, minimum, un autre maximum, un autre minimum. En prenant le nickel, hein, la K alpha du nickel, là aussi, donc c'est le même endroit, nous avons ici un maximum, puis un minimum, puis un autre maximum. En prenant le cuivre, c'est la même chose. Donc c'est un précipité qui serait riche en aluminium, en nickel et en cuivre. Voilà. Voici donc une bibliographie que vous pouvez consulter. Avant de terminer ce cours, je voudrais vous présenter un exercice que nous allons traiter ensemble. Alors l'exercice, il est là. Voilà l'exercice. Donc là, nous avons un diagramme de diffraction obtenu à l'aide d'un microscope électronique en transmission sous une tension d'accélération de 200 kV. On vous donne ici la longueur grand L, qui est la distance entre la caméra et l'échantillon, qui vaut 1248 mm. Voilà. On nous dit que c'est un échantillon, un cliché de cuivre. Donc c'est un cliché de cuivre, ce sont des tâches de diffraction de cuivre. Alors, pour dépouiller ce diagramme de diffraction, donc, on va appliquer un peu la technique que nous avons vue tout à l'heure. Je prends un parallélogramme. Voilà, je peux par exemple prendre ce parallélogramme-là. Voilà. Alors, je vais insérer, je vais mettre mes trois vecteurs de base sur mon parallélogramme. Voilà. D1, D2, voilà. Ensuite, et D3. Voilà. On voit bien que D1 plus D2 égale à D3. C'est normal, c'est bien. Donc la somme des deux vecteurs égale au troisième vecteur. Donc là, l'objectif, c'est de trouver les indices H1, K1, L1, H2, K2, L2 et H3, K3, L3. Alors la première opération, donc on va faire des mesures. On va faire des mesures. Alors, on va mesurer, on va commencer par mesurer, par exemple, le grand D1. Alors, pour mesurer D1, on peut faire juste ça. On peut prendre un double décimètre et puis mesurer en millimètres. Mais moi, je vous propose de mesurer toute cette distance-là. Voilà, parce que c'est la même rangée. Je prends d'ici jusque là. Voilà, je prends tout ça. Et puis après, je vais diviser par 1, 2, 3, 4, 5. Je vais diviser par 5. Voilà. Alors, je regarde ici, donc les dimensions. Donc, euh, les outils de Microsoft Word ne me donnent pas la longueur de cette ligne, mais elle me donne ses coordonnées en X et Y. Ok, alors je vais prendre les coordonnées X, Y et je vais les utiliser tout simplement. Donc là, ensuite, pour mesurer cette distance, là aussi je peux prendre d'ici jusque là. Voilà, je vais la prendre comme ça.
Voilà. Voilà, ça me fait ça. J'espère que je ne me trompe pas beaucoup. En fait, même si je me trompe, ce n'est pas très grave. Ensuite, alors la mesure du troisième, je peux le faire à partir de là, à partir de cette tâche-là, jusque là. Voilà, voilà. Et là, je dois diviser par 1, 2, 3. Voilà. Donc, alors moi, j'ai préparé une page, une feuille de calcul Excel pour me faciliter le travail. Donc, dans ma feuille de calcul Excel, je peux porter ici la tension d'accélération. Donc, on avait dit que c'était 200 kV. Et là, j'écris ma formule pour me permettre de, de calculer la longueur d'onde. Voilà, donc c'est voilà, l'expression hein, qui permet de calculer la longueur d'onde. Là, je trouve ici 0,025 angstrom. Là, j'ai mis le fameux grand L en millimètres, c'est 1248 millimètres. Là, je peux calculer mon L lambda. Voilà, voilà, j'ai D3 fois B3, hein. B3 fois D3, L lambda, c'est OK. Et puis ici, s'agissant que du cuivre, je mets le paramètre A du cuivre, 3,6149 angstrom. Et puis là, pour me faciliter encore la tâche, je vais, sachant que c'est du cuivre, donc le cuivre c'est un cubique à face centrée. Pour le cubique à face centrée, les premières raies qui sortent, donc les premiers nœuds qui sortent en fait, pendant les indices HKL, c'est 1, 1, 1, ensuite j'ai le 2, 0, 0, le 2, 2, 0, le 3, 1, 1, le 2. En fait, c'est pour me permettre de calculer le D théorique, en fait, le D théorique. Voilà, j'applique la fameuse relation, très simple, D égale A sur racine de H2 plus K2 plus L2. Là, voilà. Hein, F fois F plus G fois G plus H fois H. C'est bien. Voilà, je l'ai là. Je peux aller même je peux aller même jusqu'à calculer la distance grand D théorique. Hein, tout simplement en appliquant toujours la même relation, connaissant maintenant le petit d, je peux évaluer le grand D et à partir de là, grand D égale à L lambda sur petit d. Voilà, L lambda, il est là, c'est celui-là, 53. L lambda, il est là, et le petit d, il est là. Voilà. Le petit d, il est là, donc je trouve la distance grand D théorique que je dois trouver sur mon cliché. Donc voilà, je l'ai fait pour tous ces plans. Maintenant, je vais introduire les valeurs que j'ai mesurées. Je vais revenir à mon diagramme de diffraction. Voilà, pardon. Alors, le tout premier ici, D1, lequel le D1? C'est celui-là, le D1. Voilà. Alors, le D1, donc ses coordonnées sont 4,75 et 5,84. 4,75 et 5,84. C'est en centimètres. Donc, en millimètres, ça fait 47,5 et 58,4. Voilà, je vais revenir dans mon fichier et je vais introduire A1. Ah, j'ai oublié, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir, parce que j'oublie facilement. Hein. 47,5, 58,4. 47,5, 58,4. 47,5, 58,4. 47,5. 47,5. Ah, pardon, 47,5. Et là, c'est 58,4. Ah, pardon, 0,4. Alors voilà.
je calcule, donc alors comme connaissant les coordonnées, donc D1 c'est racine de A1 au carré plus B1 au carré, hein, divisé par 5. Hein. Donc je vais mettre égal. Alors ça au carré, voilà. Pardon, je dois ouvrir une parenthèse avant. Je dois ouvrir une parenthèse avant. Voilà. Plus B1 au carré. Voilà, je ferme la parenthèse et je divise par 5. Pardon, je me trompe. Je divise par 5. Voilà. Pardon. J'ai oublié de mettre la racine. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc, allez, racine. Racine. Voilà. Voilà. Je trouve donc 15, 0,55, etc. Je vais aller mesurer le A, le D2. Je viens donc à mon D2. Il est là. Alors, qu'est-ce que je mesure? 69,9 et 26,8. 69,9 et 26,8. Je vais y aller. Revenir dans mon feuille d'Excel. 69,9 69,9 et 26,8. Voilà la même chose, je vais écrire la même chose, donc racine de, racine de ça au carré, voilà, plus ça au carré, je ferme la parenthèse, et encore une fois, je vais diviser par 5. Voilà. Voilà, je trouve 14,9. Je vais aller maintenant au troisième. Alors, le troisième, D3. D3, c'est ça. Alors, c'est 70,9 et 19,2. 70,9 et 19,2. Voilà. Donc là, je vais écrire 70,9 et 19,2. Ah, la même chose, je vais écrire égal racine, parenthèse, ça au carré, plus ça au carré. Voilà, je ferme ma parenthèse et je divise par 3. Oh, qu'est-ce que j'ai mis là? Je me trompe quelque part. Ah, j'ai oublié de mettre ici au carré. Voilà. Voilà. Voilà, donc j'ai le grand D1, grand D2 et grand D3. Oui, là, je peux maintenant comparer ces valeurs-là, hein, avec mes valeurs calculées. Hein, voilà, je vais regarder, par exemple, alors 15,05, c'est la valeur la plus proche, c'est ça. Ici, j'ai 14,97, c'est proche de ça. Ici, j'ai 24,48. Là, j'ai 24,5. Donc, c'est proche de ça. Donc, finalement,
j'ai les indices que j'ai, je suppose, qui sont corrects, c'est 1 et le 2 0. Ah ah, attention, maintenant il faut que la somme, donc est-ce que si j'additionne 1 plus 1 ça ne va pas faire 2 0. Alors, donc il faut que je vais mettre 1 moins 1. Hein. Donc je vais prendre 1, 1, 1. Le deuxième, ce sera donc 1, 1, moins 1, moins 1. Voilà, comme ça lorsque j'additionne les deux, ça va me faire 2, 2, 0. 2, 2, 0. 1 moins 1, 0. Donc là, ça marche. Là, ça marche. Mais ce n'est pas fini. Il faut que maintenant vérifier que ces plans-là sont en zone. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher l'axe de zone, tout simplement. Je vais mettre ici égal. Pardon, je vais vérifier d'abord qu'ils sont en zone. Donc, je vais mettre égal. Déterminant. Voilà. Je vais mettre ça. Alors, je vais mettre. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et je vais. Ah, voilà, je trouve 0. C'est bien. Donc, ils sont bien en zone. Donc là, c'est très bien. Donc, je suis donc pratiquement terminé. Donc, je vais maintenant juste calculer l'axe de zone. Alors, l'axe de zone, pour trouver l'axe de zone, je prends juste deux plans. Hein. Par exemple, les deux premiers, les deux derniers, en fait, n'importe quoi. Hein. Je peux prendre je peux prendre les deux premiers. Hein. Alors, si je prends les deux premiers, alors le premier indice de l'axe de zone, je peux le trouver comme ça. Donc, c'est 1 fois moins 1, ça fait moins 1, moins 1, donc ça fait moins 2. Voilà, moins 2, pardon. Moins 2. Le deuxième c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, 1 fois moins 1, donc ça fait moins 1, moins ça fois ça fait moins 1, moins, ça fait plus 2. Voilà, ça fait 2. Le troisième, alors c'est ici, donc 1 fois 1, moins 1, bon, ça fait 0. Voilà. Donc je trouve moins 1, 1, 0. Bon, moins 1, 1, 0, ce n'est pas premier entre eux. Donc mon axe de zone, ce sera moins 1, 1, 0. Voilà mon axe de zone. Et voilà, donc j'ai terminé l'indexation de mes. Donc je vais juste porter maintenant les indices que je viens de trouver sur mon diagramme de diffraction. Je porte aussi les indices de l'axe de zone et j'ai terminé l'indexation de mon diagramme de diffraction électronique. Voilà, merci de votre attention.